Bonjour à tous. Bonjour à nos conférencières et à tous ces participants qui sont nombreux. Alors, vous étiez plus de 330 personnes à vous inscrire à cette activité. Et pour les personnes qui ne sont pas là, pourront bien sûr revoir l'enregistrement de cette rencontre. Je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au Fonds de recherche Société et Culture, puis je suis en charge de l'animation de la rencontre d'aujourd'hui. Je suis accompagnée, on pourrait dire, derrière la caméra de ma collègue Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQSC et qui est responsable de l'organisation de cette rencontre et de son opérationnalisation sur la plateforme Zoom. Donc, j'en profite pour la remercier. C'est donc un réel plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette activité de transfert des connaissances. Je vous souhaite la bienvenue au nom du ministère de l'Éducation du Québec, le MEC, et du Fonds Société et Culture FRQSC. Tous deux partenaires dans le programme d'action concertée, le programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire. Donc, le Fonds est fier de s'associer au MEC, qui s'implique depuis bientôt 20 ans activement dans le soutien de la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions, tant pour leur ministère que pour d'autres ministères et organismes, ainsi que pour les organisations dans les milieux concernés. Donc, dans ce contexte, les présentations réunies aujourd'hui traitent de préoccupations communes liées à l'enseignement des mathématiques. Les résultats des 3 projets de recherche qui vous sont présentés selon l'ordre du jour. Nous débuterons donc avec la présentation en accueillant Claudia Corriveau, que vous voyez à la caméra, de l'Université Laval, suivi de Jacinthe Giroux, qui est à l'UQAM, et puis de Mme Elena Polotskaya, qui est à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, sont accompagnés, je n'ai pas le détail sous les yeux, mais d'autres, de co-chercheurs donc pour ces présentations. Et également, Mylène Jeté, que vous rencontrez aujourd'hui, qui est responsable de ce programme au ministère de l'Éducation et qui va se joindre à nous aux périodes de questions. Enfin, elle pourra relayer vos questions aux chercheuses à ce moment-là. Brièvement, pour les personnes qui sont moins familières avec la mission de notre organisme, le Fonds de recherche du Québec, celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans le secteur des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Donc, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions aux meilleurs étudiantes et étudiants, chercheurs et chercheuses donc, du Québec. Alors, en se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Donc, dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires, qui sont pour la majorité des partenaires gouvernementaux, afin de produire des recherches directement en lien avec les besoins des organisations et des milieux concernés. Enfin, les partenaires qui s'inscrivant dans le programme des actions concertées adhèrent à 2 principes fondamentaux, donc la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Donc, ainsi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, avant de poursuivre, j'ai mentionné quelques mots là, avant de débuter. Les participants, donc, ont micro et caméra fermés et vu le nombre important de participants, la discussion se fera plutôt par le mode de discussion que vous avez dans le Zoom. N'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous donner les indications si vous cherchez l'endroit. Et donc, ce sera aux panélistes à ce moment-là que vous inscrirez vos questions dans ce chat ou ce mode de discussion. Bien entendu, je l'ai mentionné également plus tôt, la rencontre est enregistrée et sera diffusée dans la chaîne YouTube du Fonds.
Avant de commencer, je souhaite rappeler que chaque présentation est d'une durée de 35 minutes, suivie d'une période de questions de 10 à 15 minutes. Donc, on s'en tient à notre ordre du jour. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, gardez en tête là, les questions tout au long des présentations, puis soumettez-les dans le mode de discussion pour qu'on puisse tout de suite enchaîner avec ce moment d'échange. Voilà. Donc, je vous invite donc, Madame Corriveau, à rester avec nous puisqu'on débute la présentation, votre projet qui est Action et rapprochement interordre en mathématiques. Je vous laisse donner la suite. Et donc, on va fermer les autres caméras pour commencer. Madame Corriveau, ça vous donne le temps de présenter, de partager votre présentation. Puis, je vais en profiter donc pour préciser que vous êtes professeur de didactique des mathématiques à l'Université Laval et que vos intérêts de recherche portent sur les transitions interordres, que vous étudiez sous l'angle des pratiques mathématiques et sur l'utilisation du matériel de manipulation en classe de mathématiques au primaire. Dans vos recherches aussi, vous mobilisez des approches collaboratives qui permettent non seulement de concevoir des dispositifs tenant lieu de développement professionnel pour des enseignants, mais aussi de poursuivre le travail de conceptualisation de cette approche méthodologique. Alors, je crois que Madame Corriveau, vous êtes, oui, seule. Et donc, sans plus tarder, le projet mentionné, je vous invite à débuter. Merci. Parfait. Vous voyez ma présentation? Très bien. Excellent. Donc, bonjour, je viens présenter la recherche ARIM. C'est une recherche qui aborde les questions de transition scolaire en mathématiques, que ce soit le passage du primaire au secondaire ou encore celui du secondaire au collégial. Pendant la présentation, je vais exposer les objectifs d'ARIM, quelques éléments méthodologiques, les résultats obtenus jusqu'ici, et enfin, quelques suggestions et pistes de recherche. Mais avant, permettez-moi de vous présenter l'équipe de chercheurs qui était composée de ma collègue à l'Université Laval, Isabella Oliveira, de Martha Kobiela et Alain Breleux de l'Université McGill et moi-même. Voilà. En mathématiques, il est bien connu que les transitions scolaires sont particulièrement sensibles pour les élèves. Ces transitions coïncident souvent avec ce qu'on appelle des sauts conceptuels importants entre des contenus mathématiques. Par exemple, le passage des nombres naturels aux nombres rationnels ou encore d'une algèbre élémentaire à une algèbre abstraite qui caractérisent respectivement les transitions primaires, secondaires et secondaires post-secondaires. Mais en plus de ces sauts conceptuels, les élèves et les étudiants ne se reconnaissent pas toujours dans les nouvelles façons de faire en mathématiques à leur arrivée au nouvel ordre. Et c'est cet aspect de la transition qui nous intéresse dans le projet ARIM. À titre d'exemple, pendant une observation en classe du collégial faite il y a quelques années déjà, dans les premières séances d'un cours de calcul différentiel, une enseignante présentait les propriétés mathématiques d'un nouvel objet. Elle les avait écrites au tableau. Et le niveau de formalisme était très élevé, si bien qu'il y avait seulement des lettres au tableau et un étudiant avait chuchoté à son collègue « On se croirait dans un cours de français ». Autrement dit, cet étudiant ne reconnaissait plus le monde mathématique dans lequel il avait évolué jusqu'alors. Donc, pour accompagner les élèves et les étudiants en ce sens, il est apparu important de travailler avec le personnel enseignant. On ne se connaît pas très bien entre les ordres scolaires, les formations initiales sont distinctes, les programmes pensés par ordre, même les associations professionnelles sont différentes. Donc, il devient, à notre avis, essentiel pour soutenir les élèves de permettre et favoriser un dialogue interordre pour que des enseignants et des enseignantes développent des compréhensions mutuelles de ce qui se passe dans la classe de mathématiques de part et d'autre. On a donc constitué et étudié des communautés interordres avec des enseignants et des enseignantes, des conseillers pédagogiques et des conseillères pédagogiques de 2 ordres scolaires pour pouvoir mener une réflexion collective autour de la transition.
5 communautés interordres, ce qu'on a aussi appelé les CAP ARIM, ont été mises en place. 4 primaires secondaires, une secondaire collégiale dans 4 régions du Québec, dans les milieux francophones et anglophones. On a collaboré avec 77 professionnels du monde scolaire, dont 65 enseignantes et enseignants de la fin du primaire, du secondaire et du collégial. Il y a eu 155 rencontres de différents types en présentiel. Après 9 mois de conférences Zoom et de rencontres Zoom, ça m'étonne moi-même, mais pendant 3 ans, il y a eu 155 rencontres. Ce qu'on a appelé des rencontres de pilotage qui servaient à organiser le travail en communauté interordre. Les équipes de pilotage étaient composées d'un chercheur, les assistants de recherche et de personnes du milieu scolaire. Il y a eu une quarantaine de rencontres en communauté interordre, d'une demi-journée ou une journée complète, des rencontres de recherche avec l'ensemble de l'équipe de recherche pour des mises en commun. Donc, chaque communauté interordre est en mesure d'en éclairer une autre en termes d'organisation du travail conjoint. Et ces rencontres-là ont aussi permis des séances d'analyse communes et aussi une grande rencontre sous la forme d'un colloque qui regroupait des membres de toutes les communautés interordres dans le cadre de la CFAS. La recherche ARIM est fondée sur un partenariat recherche pratique et sur le plan méthodologique, l'approche conçue tentait de relever les défis de pérennité et de déploiement à grande échelle. Donc, 2 principes en ont fondé la mise en place, celui d'accroissement progressif de l'étendue de la recherche. Les moyens de diffusion et de partage avec d'autres collègues ont été pris en charge par les communautés interordres et aussi, il y avait des nouvelles personnes intégrées aux communautés à chaque année. La transformation graduelle des responsabilités visait à faire en sorte que l'équipe de recherche, qui avait une responsabilité plus importante de l'équipe de pilotage et des communautés interordres, qu'elle devienne éventuellement plus périphérique. Je vais maintenant présenter quelques résultats qui émergent de la recherche. On s'est centré sur des éléments communs aux 2 ordres. Je vais revenir sur chaque élément présenté ici, selon les objectifs présentés plus tôt. Je vais donner des exemples pour que ce soit plus parlant, mais bien entendu, les résultats vont au-delà des exemples. Premièrement, une tension émerge de nos travaux et est très clairement résumée par un enseignant de première secondaire. Il dit que ce qu'il trouve particulièrement difficile, c'est que ses élèves ont reçu un enseignement des mathématiques par plusieurs personnes différentes. Il dit 12 manuels différents, 12 approches différentes, 12 attentes différentes. Pour chaque sujet abordé, non seulement il y a des trous, mais il y a des trous différents pour chaque élève et il termine en manifestant le désir d'une certaine uniformité chez les élèves. Donc, les problèmes de transition concernent évidemment les élèves, mais pas seulement. Les enseignants aussi font face à des difficultés. En fait, ils font face à des élèves qui n'ont soit pas tous vu les mêmes notions ou bien pas de la même façon. Jusque-là, ça va. On pourrait même dire que c'est ce qui est attendu des enseignants, qu'ils adaptent et adaptent leur pratique à la diversité de la classe. Mais s'adapter à la diversité, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de transition? Tout ce à quoi les enseignants ont accès, c'est le programme et la progression des apprentissages qui peut être utile, mais essentiellement pour la transition primaire-secondaire, mais qui en dit aussi bien peu sur la manière dont les enseignants approchent les contenus, qui est pourtant le nœud évoqué ici. Dans le cadre de la pratique d'un enseignant, lorsqu'on enseigne au même ordre, on peut discuter avec les collègues formellement ou informellement, que ce soit à propos des élèves, comme je viens de le dire, ou de ce qui est fait en classe. Mais cette pratique se perd complètement au moment de la transition. Les élèves n'ont pas accès à leurs collègues du primaire. Donc, notre lecture de la situation révèle en premier lieu que la pratique de ceux et celles qui enseignent en bout d'ordre scolaire a des particularités et on devrait peut-être aborder ces particularités pour amoindrir les problèmes de transition. Aussi, on observe une tension entre autonomie professionnelle et ce qu'on pourrait appeler l'imputabilité interordre. L'autonomie professionnelle est certainement nécessaire pour la prise de décision, la mise en œuvre du programme, la prise en compte de la diversité des élèves, mais ça ne dégage pas de la responsabilité que le personnel enseignant a envers l'ordre suivant ou précédent. Donc, la problématique de transition est claire. En quelque sorte, cette autonomie professionnelle, en faisant apparaître sa double manière de l'exercer,
sur les plans individuels et sur les plans collectifs. Et il est évident que sur les plans collectifs, elle est plus facile à exercer à l'intérieur d'un ordre qu'en contexte de transition. Donc, comment assurer cette responsabilité? Le phénomène de transition s'accompagne d'un certain écart entre ce que les enseignants d'un ordre attendent des élèves et les véritables acquis des élèves. Dans l'illustration ici, ça concerne les attentes liées à l'utilisation d'un vocabulaire mathématique entourant les opérations en première secondaire. Un enseignant du secondaire dit dans l'extrait qu'en fait, il explicite ses attentes à propos du vocabulaire et en mentionnant que les élèves devraient connaître les termes appropriés. Et le deuxième enseignant, et j'attire votre attention sur ce qu'il dit pour compléter, il dit, finalement, les élèves n'ont peut-être pas vu ce vocabulaire au primaire. Donc, dans l'extrait, les attentes en termes d'acquis chez les enseignants du secondaire vont plus loin que ce qui est exigé dans la pratique de leurs collègues du primaire. Donc, dans la discussion, les enseignants du primaire affirment se centrer sur d'autres aspects liés aux opérations. Ça ne veut pas dire qu'elles n'utilisent pas les mots, mais leur intention est de faire en sorte que les élèves soient en mesure de reconnaître les opérations en situation, de les poser, de les mener à bien. Donc, cette mise au point dans le groupe, elle est heureuse puisque ça permet de mettre en lumière des zones intermédiaires qui semblent n'appartenir à aucun ordre. Donc, la priorité au primaire, ce n'est pas le vocabulaire, et au secondaire, on ne pensait pas que ça nous appartenait de l'aborder. Ça révèle aussi qu'en contexte de transition, il est difficile pour le personnel enseignant de pointer clairement ce que les élèves savent réellement à leur entrée au nouvel ordre. Ils vont plutôt percevoir ce qui est non maîtrisé au regard de leurs attentes. Donc, la discussion entre enseignants permet non seulement de constituer des zones intermédiaires, mais elle permet aussi de mieux comprendre ce sur quoi les enseignants de l'ordre précédent ont choisi de se centrer, de mettre au jour les enjeux qui leur sont propres et aussi de mieux évaluer les acquis des élèves. Bon, l'enjeu des mathématiques situées en est un très important. Il fait référence au fait que les objets mathématiques prennent leur sens dans le contexte particulier dans lequel ils sont mobilisés. Donc, dépendamment de ce qui est fait, le sens de l'objet peut prendre des sens différents. Pas tout à fait le même sens. Donc, dans la discussion ici, des enseignants du collégial parlent de domaine d'une fonction. Ils vont dire que le domaine d'une fonction, ils, en référence aux élèves, ils ne sont pas trop sûrs c'est quoi. C'est vraiment quelque chose de graphique pour eux. Donc, pourtant, au secondaire, c'est vu. Ils ne sont pas trop sûrs c'est quoi, mais pourtant, ça a été abordé au secondaire. Donc, la question qui se pose, c'est dans quelles circonstances convoque-t-on la notion de domaine au secondaire pour que les élèves l'associent à un graphique? Mais malheureusement, ce n'est pas une question qui est posée habituellement. Comme le caractère situé des mathématiques est souvent pas reconnu, comme ils n'ont pas accès aux enseignants du secondaire, plusieurs enseignants du collégial sont convaincus que les élèves qui arrivent du secondaire ne savent pas ce que c'est que le domaine d'une fonction. Donc, les discussions dans le groupe permettent de nuancer la critique qui peut être adressée aux enseignants de l'ordre qui précèdent et ressentent sur des questions comme celles que j'ai évoquées ou encore comment faire le passage entre la façon de concevoir le domaine au secondaire et celui au collégial et est-ce que ça doit être fait au secondaire ou au collégial. Donc, encore une fois, le discours recentre autour de zones intermédiaires. Bon, plusieurs autres thèmes mathématiques ont été abordés et ont ouvert sur ce type d'enjeu. Bon, la mise en dialogue a permis aux différentes personnes impliquées dans les communautés interordres de mieux comprendre ce qui se fait à un ordre donné, de cibler des enjeux de transition, d'interpréter différemment des difficultés d'élèves. Et toutes ces pratiques sont vues comme étant de nouvelles manières d'appréhender l'enseignement des maths en prenant en compte les transitions scolaires. Par exemple, une pratique d'identification de rupture et de zone intermédiaire, comme je viens de l'évoquer, qui consiste à identifier justement les ruptures et les zones intermédiaires à travers un examen de ce qui est fait, de la manière dont c'est fait aux deux ordres. Donc, le questionnement conjoint invite les enseignants et les enseignantes à pointer ce qui apparaît problématique dans les manières de faire actuelles, ce qui participe à la rupture ou qui semble n'appartenir à aucun ordre.
Une pratique de planification interordre. Donc, il y a dans la planification interordre l'idée que le personnel enseignant de 2 ordres s'interroge ensemble sur, par exemple, le temps passé ou à passer sur chaque notion dans les dernières années d'un ordre ou dans les premières de l'autre. Qu'est-ce qui est important à un autre? Quels sont les impacts sur l'autre ordre? Donc, où commencer avec une notion, où s'arrêter? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on part réellement de ce qui a été vu avec les élèves? Comme le résumé une conseillère pédagogique d'ARIM, la planification interordre, c'est comprendre en 6e année comment les fractions vont être abordées en première secondaire et vice-versa. Donc, c'est une planification qui ne peut pas se faire seule, nécessairement en collaboration interordre. Ça accompagne d'une analyse conjointe des documents officiels, de la progression des apprentissages, des manuels. Donc, elle nécessite des documents comme base de discussion, mais elle n'est pas un document. Donc, c'est une pratique et elle devrait, selon nous, être celle des enseignants en bout d'ordre avec les conditions qui l'accompagnent. Des pratiques d'enseignement harmonisées, comme des pratiques déjà en place, mais revues à la lumière d'une meilleure connaissance de l'autre ordre, apparaissent de nouvelles pratiques communes mises en place. Donc, dans le cadre des communautés interordres, elles ont été coélaborées et concernent des éléments qui structurent l'enseignement, par exemple, les manières de favoriser la communication en mathématiques, se doter d'une structure commune pour la planification d'activités, et une pratique de coélaboration d'activités et situations d'enseignement. Bon. Donc, de toutes ces pratiques, il se dégage une pratique globale du travail conjoint entre les ordres, des discussions à propos de ce qui est fait dans les classes de mathématiques et de ce qui peut être fait a permis la transformation de l'individuel au collectif, ce qu'on a appelé sortir de sa bulle, mais aussi de l'intra-ordre à l'interordre, donc sortir de son ordre. Je vais donner quelques exemples en revenant sur l'enjeu transversal de la manière de nommer les choses en mathématiques. Donc, comme je l'ai mentionné, le vocabulaire entourant les opérations a mis au jour une zone intermédiaire entre le primaire et le secondaire. Donc, les enseignants du primaire disent se centrer sur d'autres éléments des opérations et mettent en lumière une certaine pratique. Elles vont dire, là, je parle au féminin parce que dans le cadre de la recherche, c'était des femmes. Donc, on traduit pour nos élèves. Donc, les mots sont là, mais on ne laisse pas les élèves se buter contre un terme mathématique, puisque l'intention, c'est qu'ils sachent opérer. Donc, elles ajoutent qu'elles peuvent utiliser les bons mots. Ça ne change rien pour nous d'utiliser les bons mots. De l'autre côté, au secondaire, on s'attend à ce que les élèves sachent déjà les mots, mais ils ne les savent pas. Là, on voit un changement de discours. Ce n'est pas que ça n'a pas été fait. Donc, on disait par ailleurs qu'ils ne l'ont peut-être pas vu un peu plus tôt. Ça n'a peut-être pas été vu, mais ce n'est pas le cas. Donc là, on reconnaît que ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait. Ça m'appartient aussi, dit une enseignante du secondaire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là s'il y a des difficultés entourant le vocabulaire? L'idée d'un référentiel est lancée dans le groupe. On y travaille de part et d'autre. Et au primaire, on le pense collectif, indiquer le mot au tableau avec un dessin si possible et un exemple. Au secondaire, on reprend l'idée d'une enseignante qui demande aux élèves individuellement de noter dans un cahier des mots et des définitions. Donc, une nouvelle pratique partagée émerge, mais avec des aménagements propres à chaque ordre. Et surtout, la zone intermédiaire a disparu et la responsabilité ici est partagée. Bon, pour reprendre aussi le même exemple que j'avais évoqué précédemment pour la transition secondaire collégiale, il y a l'idée d'un domaine de fonction qui n'a pas la même signification au secondaire et au collégial. Bon, cet exemple est de nature différente parce qu'elle renvoie davantage à un concept qu'un mot de vocabulaire. Mais tout de même, au secondaire, trouver le domaine se fait essentiellement graphiquement. Les enseignants sont d'accord avec ce que les enseignants du collégial proposent. Mais ils vont expliquer pourquoi c'est le cas. Comme on étudie des familles de fonctions, ben, le domaine, c'est une des caractéristiques de la famille de fonctions. Donc, la question qui se pose, c'est lorsqu'on va vouloir modéliser une situation à l'aide d'une fonction connue parmi les familles étudiées, ben, si on modélise à partir d'une fonction, on connaît son domaine, mais on va se poser des questions comme
Est-ce que c'est défini sur l'ensemble des rationnels ou des entiers? Autrement dit, est-ce que je relie les points ou non? Et est-ce qu'il peut y avoir des données négatives? Or, au collégial, ce n'est pas du tout le cas. Comme les fonctions à l'étude sont plus complexes, ben, le concept de domaine, c'est plus la caractéristique d'une fonction, mais une caractéristique, voire un outil global pour l'étude des fonctions. Donc, ça va permettre, avec d'autres notions, de tracer le graphique. Donc, je ne peux pas le savoir, le graphique en amont, puis je ne peux pas en connaître l'allure. Donc, le domaine, ça va être la première question que je me pose et je vais devoir le trouver algébriquement pour pouvoir éventuellement tracer la fonction. Donc, lorsque les enseignants se rendent compte de cette différence, bien, ils comprennent mieux les difficultés des étudiants et intervenir ne nécessite pas nécessairement de gros aménagements. Bon, deuxième exemple, je passe très rapidement, mais c'est pour mentionner que les enseignants du secondaire et du collégial ont co-construit les 4 premières séances du cours de calcul au collégial avec des rappels, des introductions pour le réaligner sur le contenu du secondaire et ça a donné lieu à des visites des enseignants du secondaire dans les classes du collégial avec des surprises, je dirais, de part et d'autre. Donc ici, on voit une enseignante du secondaire travailler avec des 2 étudiantes du collégial. Donc, plusieurs thèmes mathématiques ont été abordés. Ça peut être des contenus, des compétences, des processus. Donc, on a pu proposer aussi une représentation qui est en fait une conceptualisation sommaire du processus émergent au sein des communautés interordres, mais qui peut aussi servir de guide pratique de la manière dont on façonne et s'échafaude ce qui est fait ou peut être fait à l'intérieur de communautés interordres. Pour ce qui est du dispositif de collaboration, notre recherche met en évidence quelques éléments clés pour le bon fonctionnement des communautés interordres. D'abord, une approche ascendante. La collaboration, ça ne se commande pas, mais ça se développe. Donc, elle nécessite un temps d'observation, une négociation des objets et des thèmes sur lesquels travailler, ce qu'on souhaite changer, comment l'aborder. Est-ce qu'on est intéressé, par exemple, à examiner des programmes, des pratiques, des problèmes, donc, tout ça est négocié. La personne qui participe doit sentir qu'elle a de réelles marges de manœuvre quant à la direction que prend la collaboration. Et la particularité ici, c'est que c'est négocié avec les 2 ordres. On a observé aussi que la diversité des expériences et des perspectives dues au contexte différent que partagent les enseignants en 2 ordres différents, enrichit les discussions et fait apparaître toute une possibilité de nouvelles façons de faire pour les enseignants et les enseignantes. Et donc, c'était une richesse. Bon, évidemment, cibler des objectifs, expériences partagées sur lesquelles tabler pour éventuellement travailler les questions de rupture et de zones intermédiaires. Il y a la flexibilité de la CAP qui est un aspect important aussi à considérer pour la pérennité de la collaboration. Et je dirais qu'il faut accepter que les objets bougent. Il y a un équilibre à tenir entre maintenir la CAP sur le cap plutôt sur les objectifs initiaux et permettre une évolution de ces objectifs. Et c'est aussi vrai pour les modalités et aussi pour le rôle des participants. Un 5e point, c'est le changement des rôles des membres. Les enseignants et les enseignantes peuvent jouer différents rôles, regarder, participer de toutes sortes de façons, plus périphériques, plus intensément, avec différents points de vue. Aussi, dans le cadre de la recherche, on a invité des membres enseignants à faire partie éventuellement, après 1 an, à l'équipe, faire partie de l'équipe de pilotage avec l'objectif que la communauté interordre évolue. Bon, pour les recommandations, deux petits éléments avant de présenter des recommandations. La première chose à mentionner, c'est qu'on ne s'est pas engagé dans la recherche pour boucher les ou le trou une fois pour toutes. Ce n'est pas comme ça qu'on envisage les problèmes de transition. En fait, on l'envisageait plutôt à travers l'idée de travailler de concert avec des enseignants de 2 ordres. Donc, ça renvoie à une idée de concertation, d'harmonisation et de décloisonnement. Donc, c'est cette idée qui est au fondement de la recherche et c'est pour cette raison-là qu'on a constitué des communautés interordres et qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on apprend autour des questions de transition dans ce contexte-là.
Aussi, le positionnement méthodologique au sein de l'équipe de recherche nous a conduit à élaborer un dispositif de recherche qui a une portée pour les personnes impliquées. Les problèmes de transfert de connaissances et d'appropriation des résultats se posent différemment. Comme le personnel du milieu scolaire fait déjà partie de la négociation du sens et de la mise en forme des connaissances, il y a une grande part des retombées qui sont générées dans l'action et la collaboration. Alors, on observe au niveau institutionnel une réelle reconnaissance de la problématique des transitions scolaires en mathématiques, ne serait-ce que dans le support reçu dans le cadre de ce projet de recherche, mais pas seulement. Mais il semble, à notre avis, important que l'institution, qu'elle soit gouvernementale ou scolaire, d'une part, reconnaisse la problématique à plusieurs niveaux, c'est-à-dire du palier gouvernemental jusqu'à la classe, donc en passant par des commissions scolaires, par les centres de services, et par les écoles, et d'autre part, précise la problématique entourant les transitions à travers donc cette problématique entre les ordres scolaires en mathématiques, en passant justement, en la précisant, cette problématique-là, à chacun de ces paliers. Donc, penser la transition signifie, entre autres, se questionner sur les structures institutionnelles en place. Donc, sur quoi il faut agir pour pallier les problèmes de transition scolaire en mathématiques à chacun de ces paliers. Et permettre des groupes formés de personnes du milieu scolaire, donc des enseignants, des conseillers pédagogiques, qui partagent des préoccupations autour des transitions scolaires en mathématiques et d'interagir ensemble, est une voie à privilégier pour justement aborder la transition jusqu'à la classe et même au palier de l'école et des commissions scolaires quand on travaille avec des conseillers pédagogiques. Le deuxième point, c'est en mathématiques, on fait souvent comme si les problèmes de transition pouvaient être aplanis en précisant de plus en plus les contenus mathématiques à travailler à chaque ordre. Donc, les mathématiques sont souvent présentées comme universelles ou comme s'échafaudant de la même manière qu'un édifice, et on se préoccupe beaucoup de l'organisation d'une progression des contenus, de ce qui constitue les bases. Or, pour Artigle, une didacticienne française, cette façon de concevoir les mathématiques n'est que partielle. Et notre recherche montre qu'il est important d'enrichir la vision des mathématiques et de reconnaître son caractère situé, surtout pour aborder les questions de transition. Donc, la manière dont on fait les maths à chaque ordre scolaire joue un rôle important. Les circonstances dans lesquelles sont convoquées les notions viennent en teinter le sens. On l'a vu avec le domaine d'une fonction, mais c'est vrai avec d'autres notions. Une mise en évidence simple pour résoudre une équation ne renvoie pas au même sens qu'une mise en évidence pour mieux évaluer une limite. On ne va même pas convoquer la même définition. Estimer pour évaluer le cardinal d'une collection, ce n'est pas la même chose qu'estimer l'ordre de grandeur d'une addition. Donc, ces éléments sont non seulement implicites dans l'enseignement, mais ils ne sont pas reconnus. Et à notre avis, c'est ces éléments qui mènent aux plus grandes différences interordres en mathématiques. Et les implications sont importantes puisque, d'abord, ça exige une explicitation des pratiques et des manières de faire à chaque ordre autour de contenus communs et d'investiguer les circonstances entourant ces pratiques et ces manières de faire pour en dégager le sens. Ensuite, ça exige aussi un changement de point de vue à propos des mathématiques. Lorsqu'on a la vision des mathématiques universelles, celle qui peut être véhiculée dans le milieu scolaire, identifier un changement de sens autour des mêmes notions constitue certainement un enjeu de taille dans la mesure où ça nécessite en même temps une conceptualisation différente des mathématiques elles-mêmes. Et on a observé aussi au départ dans les communautés interordres que parfois les enseignantes et les enseignants avaient tendance à aborder les mathématiques de l'autre ordre ou de l'ordre précédent en termes de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas. Donc, pour aborder les questions de transition interordre avec des groupes d'enseignants, il est important de sortir de cette logique. Au contraire, il faut tenter de comprendre les situations respectives. Donc, la recommandation de concertation entre les enseignants devient encore plus nécessaire puisque le dialogue doit servir ou permettre l'explicitation des situations respectives
mieux comprendre comment on fait les mathématiques à chaque ordre. Le troisième point, en général, mais particulièrement en contexte de transition, il est nécessaire que la concertation soit accompagnée par des membres du groupe ou des personnes tierces qui ont développé une sensibilité au fait que les mathématiques sont situées, comment repérer dans l'action les sens différents. Donc, aussi, au départ d'une collaboration, le risque d'un positionnement asymétrique entre deux ordres est grand. L'ordre qui suit pourrait avoir tendance à dire à l'ordre qui précède quoi faire. Et la personne qui accompagne doit jouer un rôle de régulation, d'avocat du diable, d'interprétation pour mettre en évidence le rationnel entourant des choix, les circonstances entourant l'utilisation d'une notion mathématique entre les enseignants des deux ordres qui appartiennent à des mondes différents et ont peu l'habitude de travailler ensemble. Il faut aussi être en mesure de repérer des zones intermédiaires dans l'action. Donc, le rôle d'accompagnateur nécessite un autre type d'expertise que celui qu'on pourrait imaginer habituellement à titre de formateur, formatrice ou d'accompagnateur, accompagnatrice d'enseignants de mathématiques. Une autre recommandation quant au fonctionnement en communauté, c'est le partage du leadership et le changement dans les rôles des membres. J'en ai parlé un peu plus tôt. On a identifié, nous, dans notre cas, un rôle d'enseignant-leader pour les enseignants qui souhaitaient s'impliquer davantage. Et ce rôle s'est avéré essentiel dans la communauté. Donc, ces enseignants avaient une aisance à livrer leurs pratiques au sein du groupe, mais aussi, ils ont pu formuler comment les changements de pratique s'étaient opérés à travers leur expérience dans la CAP. Donc, ça a été porteur. Et finalement, j'aimerais souligner que les visites en classe et le visionnement de captation vidéo a permis la prise en compte par l'enseignant de l'activité de l'élève ou de l'étudiant. Donc, le fait de mener des réflexions conjointes entourant des vidéos de classe permet aux enseignants d'avoir un nouveau point de vue sur leurs élèves ou leurs étudiants. Donc, quelques pistes de recherche. Il y a l'étude du dispositif jusqu'aux élèves. J'ai écrit directement, ou je devrais dire à plus long terme, je tiens à mentionner que les élèves et les étudiants font toujours partie de l'équation puisqu'ils étaient et sont au cœur des discussions et des échanges, des décisions, de la planification, des expérimentations en classe. On a collecté des productions. Or, ils ont été moins étudiés dans le cadre de la recherche. C'était ramené au sein de la communauté interordre, donc analysé au sein de la communauté, mais pas nécessairement en parallèle dans la recherche. Donc, dans une recherche ultérieure, on pourrait suivre des élèves à plus long terme, des élèves dont les enseignants participent aux communautés interordres. Il y a l'idée aussi de concevoir, étudier d'autres types de dispositifs de collaboration interordre dans le cadre de colloques conjoints, de formation initiale par des visites en classe, une correspondance, utiliser maintenant qu'on sait bien utiliser les modalités en ligne, on pourrait réinvestir et faciliter le travail. Il y a aussi l'idée d'étudier la pratique spécifique des enseignants en bout d'ordre et ce dont ils auraient besoin pour mieux accompagner les élèves en contexte de transition. Il y a aussi l'idée d'entrer sur la transition par l'entremise d'objets communs. Nous, on a travaillé des objets autres que la transition, mais pour étudier la transition, mais il n'y a rien qui pourrait nous empêcher de dire, on travaille par exemple sur la résolution de problèmes qui est transversale aux trois ordres, regrouper des enseignants de plusieurs ordres autour de cet objet commun et en même temps étudier ce qui en ressort en termes de transition. Et finalement, il y a de manière sous-jacente au projet qui implique des communautés d'enseignantes et d'enseignants, il y a l'idée de mieux comprendre comment faire en sorte que l'enseignement et l'apprentissage en classe puissent être partagés au sein d'un groupe. Donc, j'aimerais terminer en remerciant tout le personnel scolaire qui s'est engagé dans la recherche à RIM pendant 3 ans. Ça a été on était une grande équipe. On ne s'est pas côtoyé nécessairement tout le monde ensemble, mais en faisant partie de l'équipe de recherche, on a connu finalement tout le monde par l'entremise des chercheurs qui avaient la responsabilité chacun d'une CAP. Donc, je vous remercie infiniment. L'équipe de recherche et de collaboration, bien entendu. Les organisations et associations qui ont appuyé le projet au départ, je pense à des commissions scolaires, au CRIRES, Périscope, l'Association mathématique du Québec, le groupe des responsables de mathématiques au secondaire et l'Association
québécoise des enseignants et des enseignantes du primaire et, bien entendu, le ministère de l'Éducation et le Fonds de recherche, société et culture. Merci. Merci beaucoup, Madame Corriveau, pour cette excellente présentation qui est loin de ma zone de confort. Mais on a déjà une question, donc Mylène pourra nous en faire part. Mais je lance l'invitation aux participantes et participants. D'abord, je pense aux personnes qui se sont jointes à vous lors de ce projet de recherche et qui, au sein de leur établissement ou de leur école, par exemple, ont peut-être poursuivi la discussion avec les autres enseignants et où en sont-ils et qu'est-ce qui, eux aussi, en fait, nous parler de leur expérience et puis de ce qu'ils prévoient dans le futur déjà pour ces personnes qui l'ont expérimenté. Mylène? Alors, on a déjà une première question du public. La question est la suivante. Concernant le passage du secondaire au collégial, est-ce que l'analyse a tenu compte de la séquence mathématique à laquelle les élèves étaient inscrits au secondaire? Si oui, est-ce que des différences ont été remarquées selon les parcours? Il y avait des enseignants des deux séquences qui ouvrent la porte aux mathématiques du secondaire, donc technico-sciences et sciences naturelles, mais ça n'a pas été l'objet de distinction. Je pense que parfois c'était mentionné là, par les enseignants, mais à ce moment-ci des analyses, je ne pourrais pas m'avancer sur des distinctions. Puis ça n'a pas été évoqué par des enseignants du collégial, peut-être que c'est important de le dire. Là. Pour des enseignants du collégial, il n'y a pas de différence. Là. Bien entendu, il y a des différences entre les étudiants, mais ils n'ont pas de. C'est pas en termes de préparation due à une séquence. Quand c'était évoqué, c'était les enseignants qui parlaient de la séquence qu'ils enseignent. Mais c'est une bonne question à considérer, en effet. Peut-être un autre projet de recherche. Je pense qu'on pourrait quand même, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais bien entendu, quand on conçoit un tel dispositif sur 3 ans, on élabore avec autant d'acharnement plusieurs communautés interordres. C'est sûr qu'on analyse au fur et à mesure, mais il y a tout un pan de l'analyse qui reste à faire et auquel on va s'attacher dans les prochaines années. Donc, à suivre. J'ai une autre question. De quel programme du collégial provenaient les enseignants? Le programme, il y avait 2 programmes essentiellement. Un programme Math-Info et un programme de sciences naturelles. Mais non, je dis ça, mais les enseignants enseignent aussi les maths 105 et 103 et 203. Donc, le programme de sciences humaines aussi. Je vais en profiter de cette accalmie sur le fil pour vous poser une question. J'aimerais ça savoir, là, vous avez dit qu'il y avait plusieurs résultats de recherche qui continuent à rentrer, mais j'aimerais ça savoir, les communautés, est-ce qu'ils ont survécu, entre guillemets, à la fin du projet de recherche en tant que tel? Est-ce qu'elles se sont développées par elles-mêmes? Est-ce qu'ils ont pris leur autonomie? J'aurais aimé ça en savoir plus là-dessus. Oui, ça dépend de quelle communauté. Il y en a 2 qui fonctionnent encore, ça c'est sûr, mais dont les objets ont changé. Peut-être que le travail n'est plus sur les transitions interordres. Et donc, là, la communauté change un peu, mais le travail continue, mais sur un nouvel objet. Il y en a une qui continuait le travail sur les transitions. Je ne me suis pas informée qu'en est-il un an après, mais il était prévu que ça se poursuive. Puis, ça, c'est pour la transition primaire-secondaire. Je dois dire que l'appui des conseillers et des conseillères pédagogiques constitue un élément incontournable pour le bon fonctionnement de ces communautés interordres-là. Il y a eu une grande différence. Il n'y a pas de structure sur laquelle s'appuyer pour ce qui est de la transition secondaire collégiale. Donc, la communauté
interordre pour le secondaire collégial reposait, je vais le dire, essentiellement sur mes épaules et n'a pas poursuivi. Alors, je continue avec d'autres questions. Est-ce que le passage du premier au deuxième cycle du secondaire a été abordé, notamment en lien avec l'introduction de la notion de fonction? C'est une bonne question. Il y a eu l'idée de suite et de généralisation, mais pas un lien direct avec la notion de fonction. Il y a un témoignage que je vais vous lire. Bonjour à tous. Bonjour Claudia. C'est Madame Nathalie Leclerc qui écrit. J'ai participé au projet ARIM et par la suite eu l'occasion d'en discuter avec les collègues. Le tout nous a permis de réfléchir à la fameuse zone intermédiaire entre le secondaire et le collégial et de tenter de sortir de nos familles de fonctions. Ce qui manque, c'est le temps. Idéalement, nous aurions le temps de mettre en place des CAP dans nos centres de services. Donc, c'est un témoignage. J'ai une autre question. Pouvez-vous nous parler de la pérennité d'un tel travail entamé par ce projet de recherche? Bon, vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être en parler davantage si c'est possible. De la pérennité? Ben, nous, la pérennité telle qu'on la conçoit, c'est vraiment une pérennité aussi de collaboration recherche-pratique. Donc, elle peut s'exercer différemment. En fait, si on veut que ce soit des... Bon, je vais m'attacher parce qu'on pourrait changer d'objet, puis on peut dire que la communauté d'apprentissage professionnel, là, si j'enlève le interordre, elle perdure, les objets changent, puis si les enseignants de 2 ordres travaillent toujours ensemble, je me dis c'est toujours un plus pour les transitions interordres en mathématiques. Comment je pourrais penser la pérennité? Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est penser tous les niveaux, les paliers. Bon, qu'est-ce que ça implique pour des enseignants participer à des communautés interordres pour la classe? Ça prend du temps. Donc, comment l'école s'organise pour que le temps soit offert, pour que des visites soient permises? Mais là, c'est dans des buildings différents. Donc, comment on s'organise dans les commissions scolaires je pense que jusqu'au palier gouvernemental, comment on organise le tout? Donc, peut-être, c'est ça, c'est de l'aborder. C'est sûr que nous, on l'aborde au niveau local. L'équipe de recherche c'est combinée à l'équipe de conseillères pédagogiques des commissions scolaires, ça aide à ce que ça fonctionne puis que ça perdure. Mais si c'est ça, s'il n'y a pas de structure institutionnelle qui supporte à long terme, reconnue, ça va être difficile. Et nous, dans les différentes CAP, c'était très variable d'une commission scolaire à l'autre. Certaines avaient un appui financier pour dégager des enseignants. D'autres, c'est le projet ARIM qui a complètement couvert le dégagement. Donc, d'une à l'autre. Mais bon, nous, on l'a aussi pensé d'autres façons. Il y a l'idée aussi de la prise en charge de la communauté. Faut que le leadership soit partagé par les membres. Si c'est tenu par une seule personne, c'est pas normal. Donc, il faut vraiment que les gens sentent qu'il y a une marge de manœuvre puis qu'ils ont une voix dans cette communauté-là. Si elle est imposée de l'extérieur avec tout est canné, c'est pas une communauté qui peut perdurer. On pourrait dire que c'est un groupe de travail ou de réflexion autour d'un objet X, mais c'est ça, il faut qu'il y ait des marges de manœuvre. Les gens aient le goût de s'investir, puis que ce ne soit pas toujours les mêmes qui font le travail d'organisation, puis que d'autres se sentent impliqués. Merci beaucoup pour la réponse. Puis il y a quelques commentaires, évidemment, qui vous remercient. Merci beaucoup pour votre présentation puis la pertinence là, de votre projet. Si on a encore le temps, j'enchaîne encore avec une autre question. Est-ce que le fait que les maths soient enseignés par des profs de français au primaire peut favoriser la rupture primaire-secondaire? Pour moi, les profs du primaire sont généralistes, à moins qu'on me parle d'un cas où, là, parce qu'il y a pénurie, on engage des profs formés en enseignement du français au secondaire. Peut-être que c'est ça. Moi, j'aurais tendance à, tu sais,
La question sous-jacente, c'est est-ce que c'est par un manque de connaissances mathématiques des enseignants du primaire? Je dirais pas ça, moi, parce que je veux dire, c'est des contextes différents, puis on ne s'attend pas à ce que les enseignants du primaire aient les mêmes connaissances mathématiques que les enseignants du secondaire et que les enseignants du collégial. Là, ils n'ont pas le même bagage mathématique, mais ce n'est pas un problème dans la mesure où on reconnaît qu'est-ce qui est fait puis pourquoi. Je vais juste dire une petite anecdote. Je me souviens dans une table interordre que j'avais organisée avec un enseignant du primaire, du secondaire puis du collégial. Il y a quelqu'un qui avait dit en première secondaire, il est important pour moi que lorsqu'on parle d'un triangle puis des angles à l'intérieur, quand je parle des mesures des angles, bien, que ce soit mesure d'un angle intérieur, alors que les élèves disent l'angle est 90 degrés, par exemple, mais on voudrait dire la mesure d'un angle. Mais l'enseignante du primaire, elle, son défi, c'était de faire en sorte que les élèves disent, puis elle nous l'avait raconté, au lieu de dire, bon, mais ça ici, c'est un toit de maison, ben, qu'ils disent que c'est un triangle. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, je ne pense pas que ce soit je pense que les enseignants ont suffisamment de bagages mathématiques pour enseigner ce qu'ils enseignent. Puis, ben, s'il y a la curiosité de ce qui est fait à l'autre ordre, ben, on peut peut-être en apprendre davantage. Puis, c'est correct comme ça. Alors, on a encore une autre question. Je pense que vous y avez répondu partiellement durant votre présentation, mais peut-être donner plus de détails puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Les résultats observés et reliés au passage du primaire vers le secondaire sont-ils semblables à ceux de la transition secondaire collégiale? Y a-t-il des différences spécifiques et pourquoi? Il y a une première différence, c'est que la transition du secondaire au collégial, c'est une transition entre des mathématiques plutôt élémentaires à des mathématiques plus avancées, où il y a des exigences en termes de formalisme, démonstration qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, je dirais que dans l'enseignement primaire, secondaire, cette rupture, elle est amoindrie. Mais ce que j'ai présenté, c'est des éléments communs. Mal évaluer les acquis des élèves, puis le faire par rapport aux attentes, on a vu ça dans les deux transitions. La difficulté de la pratique avec le fait que les élèves sont préparés différemment, ben, c'est pour les deux transitions. Il y a des éléments transversaux, puis il y a des éléments distincts. La manière d'approcher aussi, on a vu les enseignants du primaire, du secondaire rentrer dans les discussions par les élèves. Les élèves, puis ils étaient au cœur des discussions. On a vu les enseignants du secondaire et du collégial rentrer par les mathématiques. Donc, c'est peut-être, les différences sont peut-être là aussi, la manière de fonctionner les discussions. On y arrivait aux élèves et aux étudiants dans les communautés interordres secondaire collégial, mais c'est ça, les entrées étaient quand même différentes. J'espère que j'ai répondu. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais laisser Geneviève poursuivre la rencontre. Merci beaucoup. Alors oui, d'excellentes questions. Merci pour la participation de tous, toutes. Je vous souhaite que cette discussion puisse continuer. Alors, merci infiniment pour votre présentation, Mme Corriveau. Alors, on va dès maintenant aller vers la seconde présentation, donc aujourd'hui, d'un projet, en fait, des résultats d'un projet de recherche-action. Et c'est avec Jacinthe Giroux. Donc, Madame Giroux, je vous donne le temps de faire le partage. Et pour les gens qui ne connaissent pas Madame Giroux, elle est professeure donc à l'Université du Québec à Montréal, au département d'éducation et formation spécialisée. Elle est orthopédagogue de formation et son parcours de chercheur a été consacré à la didactique des mathématiques au préscolaire primaire en contexte d'adaptation scolaire. Alors, ça vous dit tout. Vous avez le titre de la présentation. Et donc, les principaux thèmes de recherche sur lesquels travaille Jacinthe Giroux sont le développement de fondements théoriques à la didactique des mathématiques en contexte d'adaptation scolaire, à l'élaboration de situations didactiques des mathématiques
oui, en contexte scolaire, à l'élaboration, oui, pardon, appropriée au contexte d'adaptation scolaire, excusez-moi, et à l'étude des interactions didactiques spécifiques à ce contexte. Et Madame Giroux est également conceptrice du programme d'activité mathématiques MathMat, donc pour les personnes qui connaissent, et c'est destiné aux préscolaires. C'est un programme qui est développé selon une approche didactique. Alors, je vous cède dès maintenant la parole, Madame Giroux. Oui, excusez-moi, j'essaie d'avoir le fil de conversation, puis je l'ai perdu. C'est pas grave. Alors, bonjour tout le monde et merci de votre présence et merci de l'intérêt que votre présence manifeste à l'égard de nos travaux. Alors, moi, je vais commencer par les remerciements, si vous le permettez. J'aimerais d'abord souligner la contribution exceptionnelle d'Oumama Guélan comme coordonnatrice de recherche et aussi remercier mes collègues, professeurs collaborateurs, Annick Sainte-Marie, Virginie Houle et Raquel Barrera, qui ont soutenu le projet à différents moments de sa réalisation. Je remercie aussi, sans toutes les nommer, là, les différentes assistantes de recherche qui ont contribué de façon importante en soumettant des idées et non seulement en récoltant des données puis en les codant, etc., mais vraiment participer aussi à l'élaboration de nouvelles idées. J'aimerais maintenant aussi remercier, même si je ne peux pas nommer chacun et chacune des orthopédagogues et conseillers pédagogiques qui ont participé au projet. Je tiens à ce que leur nom soit inscrit pour que soit reconnue leur participation à la fois enthousiaste et très soutenue tout au long du projet. Ces praticiens m'ont littéralement porté pendant les années du projet et je leur en suis totalement reconnaissante. Bien sûr, excusez-moi, là, on a un peu de misère avec le... J'adresse mes remerciements aussi au FRQSC et au MEC pour le soutien très généreux à ce projet. Je tiens aussi à remercier les centres des services scolaires, en fait, qui étaient les commissions scolaires à l'époque de la région Laval-Laurentides-Lanaudière, qui, dans un contexte d'austérité budgétaire, nous avaient soutenus dans une version préalable, si vous voulez, une première version de ce projet, que nous maintenant, on parle du projet pilote, mais qui a donné naissance à la recherche dont nous vous présentons aujourd'hui les résultats. Alors, je démarre plus spécifiquement sur le contenu de la recherche. Alors, les objectifs de la recherche ont été vraiment formulés en réponse aux besoins exprimés par des orthopédagogues et relayés par des conseillers pédagogiques avec qui je travaillais et qui connaissaient un peu les outils que je développais pour la maîtrise en orthodidactique, en orthopédagogie, mais dans le volet orthodidactique des mathématiques. Et les orthopédagogues ont manifesté donc le besoin de développer leurs compétences en mathématiques, mais aussi sur la base d'outils spécifiques à l'évaluation et à l'intervention en mathématiques au primaire toujours. Alors, l'approche qui a été développée se fonde sur les théories didactiques et aussi sur les travaux didactiques qui sont spécifiques au contexte d'adaptation scolaire. J'avoue que j'arrive à la fin de ma carrière, là, ça touche aussi, si vous voulez, ça ramasse un tout petit peu l'ensemble des travaux que j'ai effectués tout au long de ma carrière. Il y avait deux grands objectifs qui ont été travaillés tout au long du projet et vous verrez que comparativement à la présentation ou au projet de Claudia, on est beaucoup plus sur le développement d'outils ici. Ce n'est pas un projet qui porte sur la formation continue, bien que pour le développement des outils, on avait besoin de travailler aussi à la formation des orthopédagogues, mais donc c'est le développement d'outils, c'est un peu plus technique si vous voulez. Et de mettre à l'épreuve, donc, ça visait à expérimenter pour bonifier, d'une certaine manière, 4 grands instruments qui visent une évaluation dynamique. Donc, évaluation dynamique
on va le voir un tout petit peu ce que c'est, mais qui se veut souple, si vous voulez, et qui veut effacer la frontière d'une certaine manière, souvent trop étanche, entre le volet évaluation et le volet intervention. Alors, sur des contenus, sur des connaissances mathématiques, des contenus arithmétiques plus particulièrement, alors il y a eu 4 contenus touchés, nombre et structure additive, numération positionnelle et décimale, structure multiplicative et rationnelle. Alors, sur la base ensuite de ces instruments, il s'agissait de structurer un dispositif didactique d'évaluation qui portait sur plus d'un contenu. Et donc, organisé, si vous voulez, grosso modo, par cycle de l'ordre primaire. On pense, par exemple, si vous voulez évaluer un élève de 4e année, on ne se limitera pas soit juste à la numération de position ou soit strictement aux structures multiplicatives. On veut donc faire une évaluation, une investigation, comme on va nommer, nous, un peu plus tard, sur différents contenus. Il ne s'agissait pas ici de juxtaposer, donc, les instruments, mais véritablement de chercher à les articuler, puisqu'il y a effectivement des liens, quand on pense à la numération de position, par exemple, étant à la fois additive mixte, c'est-à-dire qu'une dimension additive et multiplicative. Donc, ça touche, on voit bien que la numération de position est au cœur, si vous voulez, des structures additives et des structures multiplicatives. Bien, au cœur, c'est-à-dire qu'elle sollicite des connaissances de ces deux domaines. Alors, quelques éléments méthodologiques. La présentation est un peu comme, on a suivi un petit peu le guide, si vous voulez, du FRQSC. Donc, on a les principales sections qu'on retrouve là, pour chacune des présentations. Quelques éléments méthodologiques. Alors, le projet a reposé sur une étroite collaboration entre les chercheurs et les praticiens. Alors, ça s'inscrit donc dans une méthode de recherche collaborative. Il faut distinguer, si vous voulez, la recherche collaborative de la méthodologie qui est employée par les chercheurs pour valider et bonifier les instruments. Et cette méthodologie-là, elle s'inspire très largement de l'ingénierie didactique, qui est une méthodologie bien reconnue dans le domaine de la didactique des mathématiques. Maintenant, comment s'est organisée véritablement la collaboration avec les praticiens? On a formé des équipes. La première année, on a formé une équipe par instrument, chaque instrument là, étant relié à un des 4 contenus. Alors, on avait à l'intérieur de chacune des équipes des duos de travail, c'est-à-dire l'orthopédagogue était jumelé à une conseillère pédagogique ou un conseiller pédagogique, majoritairement en mathématiques, mais il y avait aussi des conseillers pédagogiques en adaptation scolaire. Alors, donc la première année, il y avait 4 équipes, une équipe par instrument. Pour l'année 2 et 3 du projet, on a formé des équipes par cycle pour répondre au deuxième objectif qui regroupait des gens qui avaient fait des expériences, qui avaient développé une petite expertise pour chacun des instruments l'année précédente. C'est ainsi que nous avons récolté 88 entretiens orthopédagogiques qui ont été réalisés et filmés par les duos d'orthopédagogues et conseillers pédagogiques. Donc, il y a eu 88 entretiens qui ont été réalisés et qui ont été filmés par les praticiens. Alors, les praticiens nous faisaient parvenir aux chercheurs ou aux assistants de recherche les films, les séquences vidéo, et nous procédions à des montages vidéo à l'université, puis on préparait nos séminaires de recherche. Alors, pour qu'à l'intérieur de nos journées de séminaires de recherche, nous puissions faire l'analyse, soit par tâche, donc on faisait du montage, par exemple, par tâche, avec différents élèves qui répondaient, qui résolvaient une même tâche, ou encore par élève pour faire une analyse croisée des connaissances d'un même élève. Et donc, nous faisions des montages vidéo pour procéder aux analyses qui ont été réalisées aussi en séminaire avec les praticiens. Alors, il y a eu au total 55 journées de séminaires, 55 séminaires tous différents parce que les contenus étaient différents à chaque fois.
où il y a eu de l'analyse et de la bonification de tâches, des examens des stratégies des élèves pour chacune des tâches, et aussi des discussions sur le type de relance, c'est-à-dire quand l'élève rencontrait une impasse, quel type de modification on pouvait apporter à la tâche pour essayer de stimuler l'engagement mathématique et l'adaptation des connaissances mathématiques de l'élève. Il y a tout un volet aussi qui a porté sur l'analyse des interactions didactiques et sur le pilotage des entretiens. Pour connaître un peu la pertinence, si nos tâches étaient ajustées, si étaient optimales, etc., ben, il faut pouvoir les piloter correctement. Et donc, on a quand même une bonne partie aussi de nos séminaires ont porté sur l'analyse des interactions entre l'orthopédagogue et l'élève pour stimuler son engagement en mathématiques sans lui donner les réponses. Donc, en tout cas, on a beaucoup discuté sur cette dimension-là, le rôle du matériel, le rôle des écritures mathématiques, les stratégies d'intervention pour modifier en séance une tâche. Alors, c'est, si vous voulez, l'ensemble de ces analyses qui ont constitué essentiellement nos séminaires de recherche. À ces 88 entretiens, on doit ajouter comme données récoltées 4 questionnaires arithmétiques auxquels ont répondu près de 2000 élèves. C'était pour répondre, ce n'était pas prévu au départ dans le projet de recherche, mais c'était pour répondre à une demande des orthopédagogues et des conseillers pédagogiques qui se questionnaient sur les connaissances un peu de l'élève lambda, c'est-à-dire je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, est-ce qu'on doit s'inquiéter qu'un élève de 3e année ne puisse pas écrire correctement le nombre 1021 avec un zéro intercalaire, par exemple? Même s'il y a la progression des apprentissages qui existe, on avait envie de mieux connaître un tout petit peu l'état de connaissance de l'élève, entre guillemets, lambda. Donc, on a créé des questionnaires 4 questionnaires donc, qui portaient sur chacun des contenus étudiés. Et on a fait le codage de ces questionnaires-là et nous disposons maintenant de statistiques descriptives pour le moment des pourcentages. On a commencé un petit peu des analyses statistiques un petit peu plus développées, mais ce n'est pas très avancé, c'est encore à venir, mais qui peut soutenir, si vous voulez, les orthopédagogues actuellement sont à leur disposition. Alors, quelques résultats et retombées du projet. Alors, si nous avions à énoncer un seul résultat, écoutez, il serait collé sur les objectifs du projet et je dirais qu'on dispose maintenant d'un dispositif orthopédagogique qui est souple et dynamique et soutenu par des outils didactiques qui fait appel au jugement professionnel des enseignants. Un jugement professionnel pour dresser un profil de connaissances sur plusieurs contenus arithmétiques et pour identifier des interventions ciblées, pour prioriser, si vous voulez, certaines connaissances. Pas des tâches, mais des connaissances sur lesquelles on peut travailler. Alors, je vais décliner en 4 résultats plus spécifiques ce grand résultat principal, si vous voulez. Alors, comme premier résultat, on a 3 outils articulés par instrument. Alors, les instruments sont nombre et structure additive, numération de position, structure multiplicative et rationnelle. Alors, le socle, si vous voulez, de chacun des instruments est composé de 3 grands outils qui sont articulés les uns aux autres. D'abord, les fondements qui est les fondements théoriques, c'est des fondements théoriques en quelque sorte, en fait, qui reposent sur une recension des écrits. C'est un texte d'au moins une vingtaine de pages là, qui a été retravaillé, qu'on va poursuivre le travail de bonification, qui s'appuie donc sur une recension d'écrits pour proposer une chronologie d'enjeux sensibles, si vous voulez, qui viennent ponctuer l'enseignement et l'apprentissage du contenu spécifique. Et nous avons intégré aussi, les fondements ont été modifiés suite à l'intégration des données issues des entretiens qui ont été réalisés auprès des élèves. Alors ça, c'est comme le socle théorique, si vous voulez. Le deuxième grand outil, c'est un répertoire de tâches, une trentaine de tâches par instrument, ça veut dire à peu près 120 tâches pour l'ensemble, plus de 120 tâches pour l'ensemble du projet, afin que les orthopédagogues puissent élaborer un protocole d'entretien
qui soit adapté au niveau scolaire de l'élève, à ce qu'il connaît, à ses caractéristiques, etc. Donc, il n'y a pas un protocole figé par domaine, mais un ensemble de tâches qui portent, par exemple, sur nombres et structures additives et dans lequel l'orthopédagogue peut choisir les tâches les plus appropriées pour faire l'évaluation de l'élève qu'elle a devant lui. Alors, ces deux grands outils-là sont reliés, si vous voulez, d'une certaine manière, par ce qu'on appelle les repères, qui sont une espèce de grands tableaux. C'est pas très présentable, si vous voulez, dans le cadre d'une présentation PowerPoint, mais des grands tableaux qui aident d'une certaine manière à l'interprétation des stratégies des élèves. Alors, l'évaluation, souvent, elle est pensée comme l'élève réussit ou ne réussit pas. Sa stratégie, on met 2 points pour sa stratégie, pas de points. Mais ici, c'est plus une question de comment interpréter la conduite mathématique de l'élève, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas d'une certaine manière. Et pour ça, donc, on a identifié pour chacun des grands enjeux, si vous voulez, en fonction de groupes de tâches, des stratégies qui seraient spécifiques à chacun des enjeux. Alors, il ne s'agit pas de cocher, mais pas du tout, mais de dire, par exemple, si on a une conception de la multiplication strictement en termes d'addition répétée, alors quel type de stratégie je vais mettre en place pour résoudre un certain nombre de tâches? Je vais vous donner des exemples un tout petit peu. Alors ici, je vous donne un exemple c'est le schéma, hein, ce n'est pas le texte, mais un schéma des 5 enjeux d'enseignement-apprentissage qui concernent la chronologie sur les structures multiplicatives. Alors, par exemple, au tout début, il y a l'idée des groupements équipotents et de l'itération additive, donc de l'intérêt de former des groupes de même cardinalité pour compter le plus rapidement possible, associer ça à de l'addition répétée, etc. Ensuite, la multiplication va s'enrichir si on associe l'opération à un multiplicateur scalaire, c'est-à-dire l'amplification d'une quantité. Mais il n'y a pas vraiment d'articulation, si vous voulez, entre deux grandeurs encore. Des stratégies élémentaires pour trouver, par exemple, la mesure d'une part, c'est-à-dire pour des stratégies pour résoudre des situations de division-partage, par exemple. Ensuite, l'opération de division comme telle va venir enrichir les connaissances sur les structures multiplicatives par l'articulation, si vous voulez, de deux grandeurs, ce qui est un événement quand même dans le développement des connaissances mathématiques. Et ça va se poursuivre avec l'articulation des opérations de multiplication et division qu'on associe au 4e enjeu ici, qui est la divisibilité, le nombre qui se mesure. Et enfin, on a la multiplication comme produit nouveau, comme multiplication de grandeur. Alors, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer, on a ça sur chacun des instruments. Et pour chacun, on a des connaissances qui viennent caractériser chacun de ces enjeux-là. Il y a des pointillés entre chacun, ce n'est pas pour rien, c'est que ce n'est pas étanche. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne cherche pas à situer un élève sur la chronologie d'enjeux, on vise plutôt à essayer de situer les connaissances qui manifestent à différentes tâches au regard de ces enjeux-là et de voir si chez un même élève, il y a un décalage, si vous voulez, des connaissances selon les tâches. Un élève peut être très bon dans certaines tâches parce que ça a été beaucoup travaillé dans sa classe, par exemple, beaucoup moins dans l'autre. Est-ce qu'il y a des décalages et des coordinations de connaissances qu'on peut repérer à partir de ces grands enjeux? On portera attention aussi à l'articulation des dimensions conceptuelles et instrumentales. Hein, les enfants connaissent ou pas leur table, les utilisent ou pas quand c'est le temps. Alors, sur les propriétés aussi des opérations, etc. Ici, je vous donne l'exemple d'une tâche. Comment on a présenté les assistantes de recherche, je les en remercie, c'est elles qui ont proposé un format comme ça. Mais ici, on a la première tâche, si vous voulez, du répertoire de tâches sur les structures multiplicatives. On voit ici qu'elle fait partie d'une collection de tâches qui s'appelle Codage et interprétation des écritures multiplicatives. Nous avons à droite, à gauche plutôt, je suis gauchère, j'inverse les choses, à gauche la consigne, le matériel, des relances possibles qui ont été expérimentées, modifiées, etc.
Les caractéristiques à droite, donc, les caractéristiques de la tâche. Pourquoi on a choisi ici ces 9 par 13, etc. Qu'est-ce que ça engage comme connaissance? Et les différentes conduites ou stratégies, si vous voulez, qui sont les plus susceptibles d'apparaître et qui devraient soutenir l'orthopédagogue dans la lecture de la production de l'élève. Ce qui va l'amener éventuellement à croiser cette information-là avec d'autres tâches. En particulier, on nomme des tâches liens potentiels avec la tâche A2, A3, B14, par exemple. Ici, juste pour vous donner une idée, il faut comprendre que les tâches n'ont pas les mêmes exigences au niveau des connaissances mathématiques qu'elles sollicitent. Alors, vous avez des tâches qui sont plus exigeantes que d'autres, elles sont plus à droite, et vous en avez d'autres qui couvrent plusieurs enjeux. Pourquoi? Parce que cela dépend, si vous voulez, des stratégies qui vont être mises en place. Alors, c'est pour bien saisir là, que ce n'est pas juste une évaluation d'un test où on coche réussit, réussit pas. Pour ça, alors, il y a toute une question de compétences professionnelles qui doit se développer à la connaissance des instruments pour pouvoir exercer leur jugement. Je pense bien sûr aux orthopédagogues. Avec, à côté des 3 grands outils, il y a d'autres petits outils, si vous voulez, que tout un matériel qui vient en soutien pour mener les entretiens, le matériel de l'élève, par exemple, des grilles pour faciliter la notation et des grilles aussi pour faciliter l'analyse croisée à différentes tâches et aussi à des tâches différentes, à des tâches qui appartiennent à des instruments différents. Même si le projet ne portait pas sur cette dimension-là, on a ouvert aussi effectivement sur des propositions d'activités type d'intervention qui seraient liées à des passages d'un enjeu à l'autre, par exemple, pour donner comme des idées, d'une certaine manière, des caractéristiques que doivent posséder des situations pour faire le passage à un niveau supérieur, à un enjeu supérieur. Un deuxième grand résultat, après avoir décliné les principaux outils qui constituent chacun des instruments, c'est le dispositif qui correspond au deuxième objectif, c'est le dispositif par cycle, qu'on a appelé le parcours d'investigation parce qu'on peut parcourir, si vous voulez, on aurait pu appeler ça un parcours d'enquête, comme une enquête de District 31. Mais ici, vous avez donc le parcours qui permet de dresser un profil de connaissances arithmétiques sur différents contenus et de hiérarchiser des pistes d'intervention. Il se fonde sur une sélection de tâches que les orthopédagogues et les conseillers pédagogiques ont jugées plus discriminantes que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, mais on peut partir de celles-là d'une certaine manière pour ensuite s'orienter davantage sur d'autres tâches, parce que là, à 30 tâches, bien sûr, on ne fera pas 120 tâches pour un même élève. Donc, des tâches jugées plus discriminantes, puis ensuite, on va aller chercher les tâches dont on a besoin pour développer, pour valider des hypothèses que l'on formule au fur et à mesure que nous récoltons des données sur le portrait de l'élève. Alors, ce parcours-là repose sur une articulation entre les différentes chronologies. Je vous disais tantôt qu'il ne s'agissait pas juste de juxtaposer les domaines, mais de chercher à les articuler parce que les connaissances mathématiques sont articulées, bien sûr. Alors, je ne peux pas entrer bien sûr dans le détail, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble, si vous voulez, le tableau synoptique. Les assistantes aussi ont poussé un peu dans la création de cette organisation-là. Moi, j'avais peur que ça devienne un peu trop systématique, mais finalement, ça s'est révélé très utile. Et le tableau synoptique est devenu un outil de travail des orthopédagogues, mais aussi un outil de communication avec les enseignants et avec les parents. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est si vous voulez, les 4 chronologies d'enjeux. On retrouve la chronologie sur les structures multiplicatives que je vous ai présentées tantôt. Et les décalages, comme ça, c'est suite à l'analyse conceptuelle des connaissances qui sont investies et à partir des modèles théoriques qui existent, mais aussi
en fonction de l'analyse que nous avons faite des entretiens orthodidactiques qui ont été réalisés par les enseignants. On a raffiné nos enjeux, puis on les a organisés et structurés. On a situé un tout petit peu premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Évidemment, c'est des chronologies qui ont été pensées plus avec des élèves qui présentent des difficultés. Alors, mais ça présente, et ça, en tout cas, je vais vous montrer un tout petit peu de l'usage. Ici, voyez-vous ici, on a un exemple de l'usage du tableau synoptique par une équipe qui venait de la commission scolaire des Laurentides avec une élève de 6e année. Bien sûr, il ne suffit pas juste de présenter des flèches, là, mais il y avait tout un travail d'analyse qui était résumé à un moment donné par, si vous voulez, les connaissances de l'élève qui étaient situées par les flèches brunes, donc dans cette zone-là, et qui aidait, si vous voulez, avec les flèches vertes, à identifier les pistes de travail à faire avec les élèves. Et à ce moment-là, on voit que on ne se dit pas, il faudrait que l'élève puisse ordonner des nombres. Alors, on ne travaille pas sur des tâches, on ne vise pas, il faudrait que l'élève réussisse telle tâche, mais on vise plus à dire, il faut développer telle connaissance et à partir de, si on vise telle connaissance, quelle situation on peut mettre en place pour que ces connaissances-là puissent être développées. Un troisième grand résultat, c'est le fait que la démarche d'évaluation, on la considère comme une investigation. On avait changé un petit peu le terme évaluation pour investiguer, juste pour changer un petit peu de champ sémantique d'une certaine manière, parce que l'évaluation, je donnais comme exemple le fait que si on se casse un bras, par exemple, là c'est cassé, on prend une radiographie, la radiographie n'a pas d'effet, si vous voulez, sur la cassure du bras. Quand vous évaluez un élève, papier-crayon, l'évaluation standard papier-crayon, comme on peut faire dans une classe, les élèves en difficulté manifestent très peu de connaissances. Ce n'est pas des moyens. Souvent, ils ont plus de connaissances que ce qui paraît dans les évaluations plus classiques. Et souvent, on a aussi l'idée que dans l'évaluation, il ne faut pas aider l'élève. Mais l'intérêt ici, c'est d'interagir avec l'élève pour essayer de stimuler un peu son engagement mathématique. Et chez certains élèves, il y a des déblocages ou des manifestations de connaissances qui restaient occultées, si vous voulez, dans son milieu. Alors, l'investigation vise à renseigner non pas seulement sur l'échec ou la réussite à des tâches, mais sur les stratégies qui sont engagées par l'élève et comment ces stratégies-là, les stratégies, c'est des connaissances, varient en fonction des caractéristiques des tâches, des différentes tâches qu'on lui a présentées. Alors donc, dans l'entretien, l'orthopédagogue peut relancer l'élève en modulant la tâche, en modifiant les nombres, le contexte, le support, mais en jouant plus sur la tâche que sur l'élève. C'est-à-dire, on pourra en discuter ça si vous voulez. Et en particulier, on l'a vu en particulier sur le protocole sur les fractions, souvent, la passation, si vous voulez, la présentation des différentes tâches a parfois suffi à faire débloquer des connaissances, à provoquer des apprentissages et à dénouer, si vous voulez, les nœuds les nœuds que l'élève rencontrait, si vous voulez, les impasses qu'il vivait. Alors, de plus, je vous dirais que les pistes d'intervention qui sont ciblées à la fin du parcours d'intervention ciblent, comme je l'ai dit, des connaissances mathématiques et leur coordination. À propos donc du dispositif par cycle, je vous donne l'exemple d'un processus d'investigation qui a été proposé par une orthopédagogue de la commission scolaire des affluents. Elle nous disait qu'elle faisait son processus d'investigation des connaissances à l'aide des instruments, tout un parcours, en essayant donc de travailler à identifier s'il y avait des décalages, des coordinations de connaissances. Elle démarrait des interventions plus ciblées en fonction de son investigation. Elle revenait sur quelques tâches. Ensuite, donc, pour revenir sur des interventions, donc, il y avait, si vous voulez, un jeu d'intervention et d'investigation qui s'enchaîne. C'est certain que si vous travaillez sur certaines interventions avec des activités très bien appropriées, des nouvelles connaissances peuvent débouler sur
plus de tâches que sur plus de connaissances, c'est-à-dire que c'est des nouvelles connaissances qui engagent de nouvelles coordinations de connaissances. Ça peut avoir un effet d'amplification, de bonification du profil de connaissances de l'élève. Donc, c'est nécessaire de se re-questionner sur le profil de l'élève. Il y a aussi tout le travail mathématique accompli en classe aussi qui peut avoir un effet sur le profil tel que dressé en début de parcours. Enfin, un dernier grand résultat, il a été question de comment les enseignants, en particulier les orthopédagogues, pouvaient utiliser, c'est-à-dire pouvaient parler à leurs collègues de ce projet-là. Alors, pour boucler, durant les 6 derniers mois, je dirais à peu près, un peu moins, on a collaboré avec les praticiens pour développer comme 3 grands outils qui sont des PowerPoint essentiellement pour diffuser, si vous voulez, un peu la nature et le contenu du projet. Ils ne se sentent pas habilités à faire de la véritable formation, mais à tout le moins, à les sensibiliser, si vous voulez, à leur faire connaître la nature et le fonctionnement des outils. Alors, il y a un premier PowerPoint qui porte sur la description des outils et leur fonctionnement. Un deuxième qui décline, si vous voulez, qui présente une étude de cas bien particulière des réponses des élèves, etc., de l'élève, le croisement des informations qu'on a obtenues à différentes tâches pour dégager son profil et identifier des pistes de travail. Et à la demande des praticiens, on a fait aussi une présentation PowerPoint sur ce qu'on a appelé des repères à la fois théoriques et pratiques pour conduire une séance orthopédagogique. Parce que la culture, si vous voulez, d'intervention orthodidactique change à l'aide quand on dispose de nouveaux outils. Et on a travaillé, par exemple, sur la place du dessin, la place des écritures, etc. Des retombées, donc, directes, je dirais, du projet dans le milieu scolaire, tel qu'on l'a vécu pendant 3 ans, si vous voulez, plus le projet pilote. Alors, c'est suite à un sondage anonyme maison que nous avons effectué, qui sont venus conforter, d'une certaine manière, des commentaires qu'on recevait régulièrement. C'est-à-dire que les connaissances acquises par les praticiens tout au long du projet a renforcé leur sentiment de compétence, mais vraiment beaucoup sur les contenus mathématiques. Ça, nous en avons beaucoup parlé. Ils savent mieux ce que ça veut dire, connaître, si vous voulez, la division, les structures multiplicatives, qu'est-ce que ça veut dire, les fractions, avoir une vision beaucoup plus riche sur la notion de fraction, etc. Mais aussi sur l'analyse des stratégies au regard de ces contenus-là, de mieux comprendre, si vous voulez, la complexité, une hiérarchie de stratégies, des stratégies plus élémentaires, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, des stratégies plus complexes, et de voir que parfois, l'échec à une tâche peut signifier la mise en œuvre d'une stratégie plus évoluée, mais mal contrôlée, alors que si on utilise des stratégies plus élémentaires, la tâche va être réussie, mais l'idée, c'est que l'élève aussi développe des nouvelles stratégies plus adaptées, plus avancées pour réussir. Donc, ce n'est pas juste une question de réussir ou non la tâche, mais de voir si les connaissances sont adaptées au profil, au niveau scolaire de l'élève. Les connaissances aussi des enseignants leur donnent un peu d'élan, si vous voulez, pour collaborer avec les enseignants des classes ordinaires ou des classes d'adaptation scolaire à travers leur rôle conseil. Par exemple, de se questionner de proposer des nouvelles activités ou de dire, bon, ben, parce que la manière dont les enfants font des mathématiques est beaucoup tributaire, si vous voulez, de la manière dont on a enseigné les mathématiques, mais aussi de la manière dont les élèves ont interprété les demandes des activités. Les élèves n'interprètent pas l'enseignement qu'on leur offre de la même manière, particulièrement les élèves en difficulté qui restent au plus près des demandes souvent. Donc, ils ont plus d'idées, si vous voulez, pour collaborer avec les enseignants, ils ont plus envie de ça. Ensuite, il y a des conseillers pédagogiques qui, sans prendre totalement l'ensemble d'un instrument, vont utiliser une partie des tâches, par exemple, les enjeux, les fondements, et qui vont animer des dispositifs de formation quand c'est possible en communauté de pratique, à partir des instruments donc, qui ont été développés dans le projet.
Piste de solution ou recommandations, ça aurait été plus exact. La principale, c'est, je vous dirais, l'importance de développer une culture commune pour agir de manière concertée en mathématiques auprès des élèves dits en difficulté. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été consacrés en français, puis c'est tout à fait correct, mais on s'aperçoit qu'en mathématiques, c'est le parent pauvre un tout petit peu de l'orthopédagogie, et le travail d'équipe et la participation de conseillers pédagogiques en mathématiques et en adaptation scolaire ont montré la puissance véritable d'une action qui est concertée. Quand ils se parlent, les orthopédagogues entre eux, les praticiens, ils se comprennent, ils discutent de leur cas. Alors, d'avoir une espèce de culture commune pour orienter les efforts et mieux cibler les efforts. Alors, concrètement, un petit peu plus concrètement, je dirais, à propos de l'intervention des orthopédagogues, peut-être mettre au cœur des pratiques d'évaluation et d'intervention orthopédagogiques les connaissances mathématiques et leur adéquation aux situations mathématiques. Adéquation aux situations mathématiques, on pourrait voir ici comme compétences, qu'on pourrait associer à des compétences. Mais se remettre autour des contenus mathématiques, si vous voulez. Reconnaître l'importance de l'intervention orthopédagogique, même si l'intervention se fait en classe, là, pas nécessairement avec des enfants à l'extérieur, mais dès le premier cycle, il y a des enjeux au premier cycle qui sont souvent échappés par les évaluations, mais qui retardent, si vous voulez, la progression des élèves un peu plus tard. La collaboration, augmenter la collaboration avec les enseignants aussi, et la participation donc à des formations continues pour maintenir les acquis. En ayant travaillé beaucoup en français, on se rend compte qu'il y a un déficit de compétences en mathématiques qui s'est accumulé. La collaboration des conseillers pédagogiques, alors, c'est toujours sur un peu le même thème, donc l'importance de déployer des formations qui fait une place centrale, pas juste comment enseigner ou c'est quoi les difficultés des élèves, mais à l'articulation enseignement-apprentissage de contenu mathématique spécifique. Il est souhaitable, je pense aussi, de favoriser la collaboration. C'est un gros dossier, mais quand même, de la collaboration de conseillers pédagogiques en mathématiques et en adaptation scolaire, et peut-être à travers ce que j'ai vu dans certaines commissions scolaires, la fonction d'orthopédagogue ressources, par exemple. Alors ici, je m'adresse plus aux gestionnaires, mais dans certaines commissions scolaires, on sait que les conseillers pédagogiques ont de multiples dossiers, il y a beaucoup de classes, etc. Mais j'ai vu, par exemple, dans certaines commissions scolaires, certains orthopédagogues à qui on a attribué la fonction d'orthopédagogue ressources pour leur expertise et leurs compétences en mathématiques. Alors, des gens qui avaient un deuxième cycle en orthopédagogie, par exemple, qui avaient travaillé, entre autres dans le projet, mais dans autre chose, et qui deviennent, si vous voulez, un peu un peu la fonction de conseil, si vous voulez, des conseillers pédagogiques, mais avec leurs collègues pour animer des communautés de pratique. C'est peut-être quelque chose, ça, qui est une solution intéressante. Prioriser, et ça, je pense, c'est essentiel, des allers-retours entre la formation et l'expérimentation. C'est-à-dire, il faut aller travailler avec les élèves, revenir pour échanger, discuter de ce qui s'est passé, revenir sur le terrain. Alors, il faut des allers-retours entre la formation et l'expérimentation, je pourrais dire, des outils ou des différents contenus. S'assurer que les formations sont offertes par des CP ou des orthopédagogues qui ont les compétences et des expertises dans la didactique ou l'orthodidactique des mathématiques. Les limites et perspectives, pour terminer, écoutez, c'est sûr que la principale limite, là, on la connaît, c'est que les enseignants nous ont dit que même au bout de 3 ans, je veux dire, ils sentent qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'ils ne se sentent pas habilités à former leurs collègues. On avait pensé ça à un moment donné comme dernière année. L'appropriation de la démarche didactique et de l'usage des instruments, c'est long, ça demande beaucoup de temps, un temps relativement long, ça présente des défis, mais ça vaut le coup. Véritablement, ça vaut le coup. Pour qu'il y ait des séances qui soient mathématiquement, si vous voulez, riches, qui engagent mathématiquement les élèves, et on les voit, les enfants, ils aiment faire des mathématiques. Et puisque le dispositif aussi s'appuie sur des prises de décision fondées sur une connaissance approfondie des instruments, bien, les instruments, moi, je ne peux pas les mettre sur un serveur ou sur un site, puis de dire « servez-vous ». Il faut un accompagnement, il faut des échanges, il faut une formation appropriée pour en faire usage.
La perspective, il y en a beaucoup, là, mais évidemment, on peut continuer à poursuivre le travail d'articulation entre l'évaluation et l'intervention nous, on était plus orientés sur l'évaluation, bien qu'on faisait le pont avec l'intervention, mais il y a du travail qui est à poursuivre de ce côté-là. On a commencé à travailler avec des petites équipes d'élèves aussi, là, donc ça, c'est intéressant aussi. De développer l'articulation aussi entre les systèmes d'enseignement. Il y a des équipes au Québec qui y travaillent, mais il y a du travail aussi à faire à travers peut-être nos instruments, c'est-à-dire l'orthopédagogie de la classe, pour pas que l'élève ait l'impression d'être dans des mondes différents, entre autres. Voici quelques perspectives, mais il y en a beaucoup. Juste pour vous dire, pour terminer, qu'il y a quelques activités de diffusion du projet, dont un chapitre qui va paraître en janvier, là, qui décrit assez finement l'ensemble du projet. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation, Mme Giroux. On a déjà quelques questions, certaines qui ont déjà été répondues par votre riche présentation et d'autres que je vais céder la place donc à Mme Jeté pour vous les soumettre. Oui, alors évidemment, il y a beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions sur la diffusion de vos outils, mais durant votre présentation, vous avez parlé de PowerPoint, de 4. Ça, en fait, on vous demande, est-ce que ça, c'est disponible à quelque part, ces outils-là, ces PowerPoint? Actuellement, parce que normalement, c'est donné, c'est-à-dire c'est donné à l'ensemble des participants du projet qui peuvent les utiliser pour faire de la diffusion dans leur... parce que c'est des idées qui sont énoncées, mais après ça, il faut les animer, etc. On pourrait peut-être effectivement les rendre disponibles. Après ça, je ne sais pas si les gens vont comprendre strictement à partir des PowerPoint, mais on pourrait. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour outiller les conseillers pédagogiques ou les orthopédagogues conseils pour l'appropriation didactique des documents pour accompagner les orthos là, dans leur milieu? Oui, c'est là toute la question. C'est certain que lorsque le projet était, est-ce que c'est possible de développer des instruments, etc. Donc, on s'est concentré là-dessus. On ne s'est pas concentré sur la formation. C'est comme autre chose, si vous voulez, c'est un projet de recherche. Par contre, ce n'est pas pour faire de la publicité, là, mais la maîtrise en orthopédagogie à l'UQAM, toute la section mathématiques porte sur ça. Il y a un programme court qui ne porte que sur... Parce que les outils avaient commencé à se développer avant même que le projet démarre. Donc, il y a de la formation universitaire possible autour de ça, soit un programme court ou soit en ortho. Cependant, là, je vais travailler, par exemple, dans une commission scolaire en Beauce. On essaie, les chercheurs, puis éventuellement, Annick Sainte-Marie va peut-être aussi collaborer pour essayer de soutenir aussi des conseillers pédagogiques à s'approprier les outils. Alors, on a des pistes, si vous voulez. On manque de temps, on manque de sous et tout, mais on est consciente là, que c'est un peu les limites actuellement. Mais il ne faut peut-être pas tout prendre d'un morceau, mais commencer peut-être par des portions pour se familiariser progressivement avec des outils, ce qu'ont fait certaines communautés de pratique, par exemple sur nombre et structures additives, qui ont travaillé pendant 2-3 ans strictement sur ça. Puis déjà, une fois que tu es embarqué, si vous voulez, un peu dans la démarche, ben, c'est plus facile de raccrocher ensuite les autres contenus. Et ça, ben, il faut voir là, comment on peut sensibiliser puis faire des formations. On pourrait peut-être penser à des formations auprès des conseillers pédagogiques. Parfait, merci beaucoup. J'enchaîne avec une autre question. À la lumière des résultats de votre recherche, pourriez-vous nous donner votre avis sur certains dispositifs qui sont de plus en plus répandus dans les milieux, tels que les tests de dépistage en mathématiques? Je ne les connais pas dans le détail. J'en connais quelques-uns. Le problème, souvent, c'est-à-dire que il y a des tests qui permettent, par exemple, de dire l'élève est plus en 3e année ou il est plus en 4e année. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc,
et c'est de savoir interpréter aussi les conduites des élèves à la lumière. C'est-à-dire que après ça, il faut savoir qu'est-ce que l'élève a fait, quelle stratégie ils ont engagée. Et ça, les outils, souvent, ce n'est pas ça qu'ils proposent. Et c'est pourtant le contenu avec lequel les orthopédagogues doivent travailler. C'est-à-dire avec quelle connaissance l'élève investit la tâche et sachant ça, où je peux l'amener, où je dois le conduire. Alors, tout ce passage-là pour l'identification des cibles, d'intervention plus ciblées sur les connaissances mathématiques comme telles, ça, on ne les a pas beaucoup. Alors, ça répond à une fonction qui est actuellement très présente à peu près dans tous les milieux. Je ne parle pas nécessairement des milieux scolaires, milieux sociaux, etc., d'évaluation. Tout le monde est sur l'évaluation, mais on met beaucoup de temps sur l'évaluation, mais sans trop savoir qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça. Vous recevez des évaluations de neuropsy, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dyscalculique, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ça ne nous épargne pas la tâche de regarder en mathématiques sur des différents contenus au privé au programme, comment l'élève s'investit, quelles connaissances il a, quelles connaissances il manifeste, puis ça change comment, en fonction des tâches, des nombres, comment ça bouge. Ça, c'est un orthopédagogue, c'est la spécialité d'un orthopédagogue. Et je pense que là, l'orthopédagogue, moi, je mise sur la fonction des orthopédagogues comme un spécialiste de l'analyse des connaissances des élèves. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, il y a encore une fois plusieurs questions sur l'accès aux outils. En tout cas, si vous êtes l'accès au moins au PowerPoint, au 4 PowerPoint, ça, c'est encore redemandé beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai tout le temps peur, parce que j'ai tout le temps peur que ça parte et que les gens fassent n'importe quoi. Mais je ne sais pas, tu sais, qu'ils nous interprètent mal, disons, tu sais, quand tu n'es pas là pour recadrer tout ça. Mais regardez, on pourra faire un site puis le déposer, là. Ça, on pourrait le faire, oui. C'est parmi des idées qui sont évoquées, par exemple. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de concevoir des ressources, par exemple, des capsules vidéo qui pourraient accompagner la diffusion des outils mis en œuvre afin d'expliquer le sens et favoriser une appropriation? Donc, ça pourrait être une idée peut-être pour vous pour les prochains mois, si vous n'êtes pas trop occupés. J'ai une autre question. Dans votre étude, avez-vous décelé l'effet du contenu du programme d'enseignement des mathématiques au primaire? Pourquoi est-ce que beaucoup d'élèves arrivent au secondaire avec des lacunes particulières sur le concept de fraction? Sur le concept de fraction, c'est parce qu'avant de faire le projet que j'ai mené, j'ai fait un projet sur les fractions. Peut-être que j'ai 2-3 idées là-dessus. Et je pense que sur la notion de fraction, au primaire, un des défis, disons, on va dire ça comme ça, un des défis, c'est de ne pas présenter strictement la fraction comme la partie d'un tout. Et souvent, les enseignants, on a une recommandation sur notre protocole sur les fractions, ne revenez pas au rôle du numérateur et du dénominateur parce que ils sont toujours à dire qu'est-ce que fait le numérateur, qu'est-ce que fait le dénominateur, tout le temps pour dire que, par exemple, 2/3, c'est 2 morceaux d'une tarte pris sur une tarte partagée en 3 morceaux égaux. Alors, il faut travailler sur la structure multiplicative de la fraction. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On donne des tâches. Ça, je ne l'ai pas dit, mais on donne aussi des tâches qui ne sont pas nécessairement toujours typées scolairement. Nos tâches sur les fractions en particulier, on a tout un bloc de tâches qui porte sur la construction d'un tout. Voici, tu as 2 jetons, par exemple. Je te dis que ces 2 jetons-là représentent 1/6 de ma collection. Peux-tu me construire ma collection de jetons? Alors là, on change totalement. Et ce type de tâche-là, souvent, c'est l'exemple le plus fort, je te dirais, c'est ce type de tâche-là qui va débloquer souvent les connaissances. Parce que d'un coup, c'est ça, comprenez-vous? Là, attends un peu, là, tu me dis que c'est 1/3 donc, ou 1/6 donc. 1/6, ça t'en prend combien de sixième? Alors là, tout d'un coup, on active des connaissances qui portent sur les structures multiplicatives. Parce que 2, mettons, si vous partez de 2/3, puis vous voulez construire le tout, ce n'est pas t'en prendre 2, c'est diviser par 2 puis multiplier par 3. Donc, il faut s'ouvrir un tout petit peu les ornières sur la notion de fraction et les études le montrent amplement. On enseigne trop la fraction sous le sens partie-tout et pas assez dans différentes interprétations pour mettre en valeur la structure multiplicative de la fraction. Je dirais ça. Rapidement. Merci beaucoup. Je vais être partie pour longtemps, mais je vais...
On va continuer. Il y a d'autres questions. C'est très intéressant. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui vous félicitent pour vos travaux, qui trouvent ça super intéressant. Donc, je suis CP au préscolaire et orthopédagogue de formation. J'accompagne les enseignantes du préscolaire et questionne également le rôle de l'orthopédagogie au préscolaire. Avez-vous des références à me recommander pour voir si les différentes pratiques à préconiser au préscolaire en mathématiques sur l'organisation du service orthopédagogique au préscolaire? Non, j'ai travaillé au préscolaire, mais je n'ai pas travaillé en orthopédagogie au préscolaire. Je pense qu'au préscolaire, ma position, on sait qu'il y a beaucoup de débats sur le préscolaire actuellement, mais on a parlé beaucoup de français, on n'a pas parlé du tout de maths, étrange. Je pense que le rôle de l'orthopédagogue, s'il doit avoir un rôle, c'est d'accompagner les enseignants à faire en sorte que les enfants fassent des mathématiques qui soient appropriées à leur âge. Alors, ce n'est pas des mathématiques, à mon avis, pour préparer à la première. Pas plus que la première prépare à la deuxième, ou tout autant, la première année doit préparer à la deuxième, la maternelle comme la maternelle doit préparer à la première année. Voyez-vous, c'est une évolution des connaissances. Les enfants arrivent avec des connaissances extrêmement différentes. Et je pense qu'il faut leur proposer des situations dans lesquelles le nombre en particulier, la mesure, etc., est utile. Et ça, et de jouer avec les nombres. Alors, on a essayé de traduire ça dans un programme qui s'appelle MathMath et qui est sous presse, là, et qui devrait sortir éventuellement, mais pour donner des idées. Puis, on a agi un peu de la même manière. Les stratégies des enfants sont très, très décrites, si vous voulez. Je pense que le support de l'orthopédagogue doit être l'accompagnement pour que les enfants mettre en œuvre des connaissances mathématiques dès la maternelle, dans des contextes qui se prêtent à un enfant de 5 ans, de 4-5 ans. Alors, il y a toujours beaucoup de questions sur l'accès aux outils. Donc, est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait que les gens vous écrivent pour avoir accès peut-être aux 4 PowerPoint? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous seriez à l'aise en termes pour pouvoir répondre aux gens là, qui posent des questions? Comme ils ont assisté à la présentation, ils ont comme un cadrage, hein, les gens qui participent, qui entendent la conférence, ils ont une espèce de cadrage un peu du projet, donc on peut les inviter à vous écrire, d'accord. J'ai une autre question. Croyez-vous que nous devrions davantage insister sur certains contenus ou concepts mathématiques? Est-ce que le poids du corpus disciplinaire pèse sur le choix des enseignants? Je dirais à l'inverse, là, ça, je vais peut-être créer une onde de choc, mais je trouve véritablement qu'on insiste beaucoup trop sur la numération de position. Et la numération de position, elle démarre très tôt. On fait des groupements de 10, etc. Mais en fait, ça sollicite des connaissances sur les structures multiplicatives. Et je trouve qu'on devrait travailler davantage sur les structures multiplicatives, puis ensuite, y faire accrocher, si vous voulez, une numération de position. Parce que faire des groupements de 10, d'une certaine manière, c'est un cas spécifique de faire des groupements équipotents de 3, de 5, de 6. Mais il faut que les élèves voient l'avantage de faire des groupements équipotents d'abord. Et ça, on l'échappe. Alors, je pense que, je dirais donc que la numération de position, à mon avis, prend peut-être un peu trop de poids. Je pense aussi, bien que mon projet est porté sur l'arithmétique, il faut faire attention parce qu'on néglige aussi la géométrie de mesure. Même si je n'y ai pas travaillé, ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais puis il y a des articulations à faire aussi entre l'arithmétique et la géométrie et la mesure. Donc, je vous dirais peut-être que les enseignants s'interrogent non pas seulement est-ce que c'est un problème complexe, une résolution de problèmes complexes, mais quelles sont les connaissances mathématiques qui sont sollicitées pour la résolution de ce problème-là. Et donc, de revenir à quelles connaissances le problème que je leur pose va permettre de développer. Alors, de mon côté, je n'ai pas de nouvelles questions. Je vous laisse quelques secondes pour y penser, pour profiter de la grande expertise de Mme Giroux. On est vraiment choyés cet après-midi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je vais laisser Geneviève poursuivre la rencontre. Oui, alors on aurait pu en prendre encore une ou deux, là. Alors, allez-y. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, je n'arrivais pas à voir. Ah, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a beaucoup encore de remerciements qui nous sont communiqués.
Mylène, je me permets d'y aller. Quel transfert possible pour la formation initiale? Une nouvelle question. Dans la formation initiale, vous savez, j'enseigne depuis de nombreuses années, je ne dirais pas combien, mais de nombreuses années. La formation initiale, je pense qu'elle n'est pas si mauvaise. Le problème, c'est que quand les enseignants, les stagiaires arrivent dans les milieux scolaires, souvent, elles se font freiner dans l'expérimentation de nouveaux outils, de nouvelles situations. Et ça, si la formation initiale, puis j'ai rencontré des orthopédagogues que j'avais formés qui me disaient, Jacinthe, on les ressort juste quand on est dans le trouble, mais sinon, on se fie à des formations qu'on a. Et en fait, puis quand elle dit, justement, j'ai croisé une collègue, je dis, mon Dieu, comment tu fais avec tel groupe? Elle dit, sais-tu, j'ai sorti mes notes de cours, puis ça va super bien. Alors, l'idée, c'est que je ne sais pas si le problème à la formation est si important que ça, à la formation initiale, comme la question du transfert des acquis universitaires en milieu de pratique. Et là, il y a peut-être un travail à faire sur l'articulation, si vous voulez, entre les deux. Merci. Alors, en fait, on a quelqu'un qui nous indique qu'il voudrait laisser son adresse aux participants pour pouvoir se regrouper, notamment dans la région de Montréal. Donc, je vous invite à le faire. Sentez-vous bien libre. Je veux juste peut-être signifier que dans 6 mois, je suis à la retraite. Faites vite. Faites Vous allez vite. tourner, c'est ça. Sinon, vous allez être trop occupé, là, vous ne pourrez pas continuer. Ça prend une relève à ce moment-là. Et c'est ça, on demande encore si vous offrez des formations dans des commissions scolaires pour les orthopédagogues. J'en ai accepté une en Beauce là, cet hiver. Il m'arrive d'en prendre. Mais toute la recherche fondamentale que nous autres chercheurs, on veut développer aussi. Puis tous les textes fondements, moi, je suis en train de tous les réécrire en intégrant les données des questionnaires et les données des entretiens orthopédagogiques. C'est un travail monstre. Donc, si on veut être utile au milieu, il faut aussi qu'on continue à développer la recherche fondamentale. Donc, c'est l'équilibre entre tout ça qui n'est pas facile à faire. Mais je vous remercie beaucoup de l'intérêt. Ça nous encourage. Je vais en parler à mon équipe puis pour avoir éventuellement des profs de mes collègues qui ont été collaborateurs qui seraient intéressés à poursuivre le travail de diffusion. On vous prévient que votre boîte courriel va être inondée. D'accord, merci. En tout cas, ça rejoint beaucoup de gens, évidemment. Ça encourage la concertation. Oui, ça rejoint aussi ce que Mme Corriveau mentionnait plus tôt, de cette nécessité de se parler, de négocier, de faire des allers-retours aussi sur ces résultats-là. Alors, encore une fois, merci. Je veux rappeler quand même aux participants que les rapports de recherche sont disponibles, évidemment complets, sont disponibles dans le site web du FRQSC. Je pense que ces liens-là vous seront redonnés lors d'un sondage qui va être envoyé aux participants, un petit sondage de quelques minutes, ne vous inquiétez pas, par écrit. Alors, voilà. Donc, j'espère que je n'oublie rien. Je vous remercie encore une fois, Mme Giroux. Merci. Merci de votre accueil. On va prendre une petite pause. J'ai 15h01 ici. Alors, 4 minutes et puis on repart ensuite pour notre dernière présentation avec Mme Polotskaya. Donc, oui, très exactement à 15h05. Merci beaucoup.